beaucoup sur le thème que pourrait prendre cette conférence ce mois-ci. Et on avait plusieurs thèmes et finalement, c'est le SEME qui l'a emporté. Donc, je pense que dans la partie SEME, dès que j'ai commencé à travailler le sujet, j'ai vu que finalement, entre le SEME et le Hachisabaki était surtout plutôt une commodité par rapport au SEME. Donc, je me suis focusé un peu plus sur le SEME. Donc, on va donc voir plutôt cet aspect-là, même si on verra aussi les interactions avec les déplacements qui vont bien sûr, pour supporter le SEME. Donc voilà, vous voyez les différents thèmes que je souhaite aborder. Donc le premier, c'est une définition générale du SEME avec une référence à une vidéo très intéressante dont je vous ai mis le lien, une vidéo de Hideo Kobayashi Sensei qui exprime justement, il y a 18 minutes, qui ne parle que du SEME. Donc très intéressante. Elle est sous-titrée sur YouTube, elle est sous-titrée en anglais, mais sur YouTube, on peut activer la traduction automatique en français. J'ai fait le test, c'est vraiment très compréhensible, hein. Donc voilà, donc je vous disais que selon les différents thèmes, le premier, c'est plus une définition générale du SEME avec une référence à une vidéo de Kobayashi Sensei qui est très intéressante, que je vous conseille, qui est traduite en anglais et sur YouTube, on peut activer la traduction automatique en français et c'est tout à fait compréhensible. Donc je vous la conseille vivement. Après, un sujet sur, en gros, quand est-ce que vraiment on a un SEME qui produit, je dirais, un effet souhaité et quand est-ce que on a tendance à se lancer un petit peu trop vite et ce qui fait qu'on devient une cible, hein, plutôt qu'être une menace. Donc ça, on va en parler un petit peu. Le troisième sujet, c'est comment justement avoir une mesure de notre SEME, comment on voit s'il est efficace, comment on peut avoir un retour, hein, sur son propre SEME qu'on produit soi-même. Après, une petite liste exhaustive qui est tirée de la vidéo de Kobayashi Sensei, mais avec quelques ajouts de ma part, sur la liste des SEME, des différents SEME qui peuvent intervenir. Et donc, on parlera à ce moment-là des différents types de SEME. Le point suivant, c'est le premier lien qu'on peut faire entre justement le déplacement et le SEME, voir comment ils sont liés et dépendants l'un de l'autre. L'avant-dernier point, c'est justement comment le Hachisabaki va nous permettre de nous sortir de situations un petit peu compliquées et justement en illustrant par l'exemple. Et puis la conclusion de tout ça qui regroupera un petit peu tout et qui permettra éventuellement, si vous avez oublié des questions, de les poser à ce moment-là. On rebalayera très rapidement tous les points. Voilà, donc on va continuer. Le premier point, c'est la fameuse phrase de Kobayashi Sensei, le SEME, c'est la vie. C'est presque un slogan publicitaire. Et il y a un petit peu de ça. Donc, au départ, le SEME, donc, il faut essayer de comprendre, c'est le côté, je dirais, littéral, hein, étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le SEME, quand on regarde les traductions, on voit l'attaque. Donc, nous, on a tendance à croire souvent que l'attaque, c'est au moment donné où on frappe avec le shinai. Bon, la perception de l'attaque telle que le conçoivent les professeurs de kendo, c'est plus l'attaque de l'autre par la menace. Voilà, hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Le SEME, c'est l'attaque, mais l'attaque qui précède la frappe, finalement, hein. Il faut le voir comme ça. On dit toujours qu'il faut gagner avant de frapper, et le SEME est donc l'attaque qui nous permet de gagner avant de frapper. Voilà. Et donc, en pratique, ça s'exprime à travers certains critères, certains paramètres. Donc, notre disponibilité physique, hein, notre capacité à aller justement mettre le danger dans la garde de l'autre, cette capacité-là de lancer une frappe, hein, par exemple. La disponibilité mentale, d'être vraiment attentif à tous les détails et qu'à la limite, qu'on puisse percevoir le SEME de l'autre et lui répondre. Donc, quelque part, si on répond au SEME de l'autre, ça met un échange, une relation entre l'un et l'autre et un dialogue. Et donc, justement, c'est par l'attention et la disponibilité mentale qu'on peut mettre en place ce dialogue. Après, c'est vrai que dans le SEME, qu'est-ce qu'on va traduire? On va traduire notre intention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, mais on veut venir à l'intérieur de sa garde et on veut lui délivrer une frappe valable. En gros, c'est ça. Mais après, l'intention peut être un petit peu plus complexe et on peut y voir beaucoup plus une forme un petit peu plus organisée, un peu plus compliquée, un peu plus complexe dans l'intention qu'on peut produire dans notre SEME.
Après, il vient un point très important et on parlera, et j'en profite pour remercier Yolanda qui est ici, qui m'a produit des superbes calligraphies. Vous en voyez une ici de Kiryoku. Hein, Kiryoku, c'est littéralement le ki. Le premier, c'est le ki. Et le deuxième kanji, c'est la force, la puissance, la technique. Comme par exemple, vous savez, Ichigan, Nisoku, Santan, Shiriki. Riki et Ryoku, c'est pareil, c'est le même kanji, le deuxième kanji. C'est celui que vous voyez. Donc, ce deuxième kanji-là, c'est l'expression de la technique, la puissance, quelque chose qui se développe positivement, qui nous permet d'agir, et justement, grâce au ki. Donc, Kiryoku, on peut traduire ça par la force de volonté, hein, qui va être démonstratrice devant notre partenaire et qui va justement l'amener éventuellement à douter de ses capacités. Et puis, bien sûr, hein, comment on exprime le s'aimer en cherchant à prendre le centre dans la garde de l'adversaire, avec tous les autres éléments précédents. Cette prise de centre-là, grâce aussi à la force de volonté, et puis tous les aspects techniques que ça peut révéler en termes de tenue de shinai, en termes de déplacement, ajustement de déplacement, toute notre recherche du centre va exprimer un s'aimer pour le partenaire. Donc voilà, donc dans la définition générale, vous voyez à peu près ce que ça revêt. C'est difficile à expliquer plus précisément, mais vous voyez, pour tous les pratiquants que vous êtes, vous voyez ce que ça peut représenter. Et à tous les niveaux, on est en capacité à comprendre, même si on n'arrive pas à le développer de façon très forte soi-même. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce stade-là, c'est la définition générale du SEME. Et après, on va rentrer dans les différents aspects. Donc, le but de tout ça, hein, c'est par notre attitude, parce que finalement, tout ça, c'est révélé, a été par notre attitude. C'est-à-dire que tous ces points-là que vous voyez ici se démontrent dans notre attitude. C'est-à-dire que notre attitude va démontrer tous ces points-là. Elle va démontrer notre capacité à être disponible physiquement, va démontrer si on est vraiment concentré et prêt à agir, réagir à ce qui se passe, va démontrer l'intention qu'on peut avoir d'attaquer, de menacer en haut, en bas, à droite, à gauche, côté, main, enfin voilà, tous ces aspects-là. Et puis notre force de volonté, de caractère pour résister justement au sémé de l'autre et lui renvoyer notre propre sémé. Tous ces aspects-là vont se démontrer par notre attitude. Et c'est ce qui est jugé notamment dans les passages de grade de haut niveau. Hein, à partir du moment où les sensei sont d'un niveau suffisamment élevé, peuvent arriver à capter ces éléments-là entre deux pratiquants qui échangent l'un et l'autre. Hein. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc finalement, le but de tout ça, c'est arriver par toute cette disponibilité qu'on peut avoir et cette force de volonté et cette recherche-là, d'arriver finalement à effriter, à faire s'effriter le calme que peut avoir le partenaire en face et l'amener éventuellement à douter. Et j'avais un exemple, justement, j'en profite. Le Kiryoku, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, on va dire, qui peut se développer ailleurs que dans le monde du kendo. Donc, on peut très bien, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, rencontrer des pratiquants de kendo qui étaient quasiment débutants, qui savaient à peine faire Kikentai, mais qui avaient une force de volonté qu'ils avaient développée dans, dans leur vie par ailleurs, hein, dans d'autres domaines. Et finalement, c'était très intéressant pour moi parce que je me mettais en face d'un débutant, mais grâce à cette force de volonté-là, je la ressentais en face et je n'avais pas cette possibilité à m'exprimer de la même manière qu'un débutant lambda, parce que justement, cette force de volonté lui permettait de conserver une certaine cohérence dans son attention, dans sa pratique, et qui me permettait, moi, beaucoup moins de pouvoir exprimer les techniques que je voulais exprimer. Et donc ça, vous l'avez sans doute vu de votre côté aussi. De temps en temps, il y a certains débutants, on se dit, mais lui, je ne comprends pas quand même, il a mis l'armure il y a 2 mois, et je devrais arriver à... Ben, il y a certains qui, justement, grâce à cette force de volonté qu'ils peuvent avoir par ailleurs, ou simplement de façon innée, eh bien justement, sont un petit peu plus, comment dire, difficiles à manœuvrer, c'est ça, hein, quelque part. Hein. Cette force de volonté, cette force de caractère va nous rendre un petit peu plus difficile les manœuvres qu'on pourrait faire pour pouvoir arriver à délivrer nos frappes. Donc voilà. Donc voilà, Kiryoku, j'espère que c'est assez clair pour vous, mais on le reverra un petit peu après.
Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner, mais n'hésitez pas, vous pourrez les poser par la suite. Alors, représenter une menace ou devenir une cible mouvante, c'est un titre que j'ai voulu un petit peu humoristique pour se dire que on a l'impression qu'on menace et puis finalement on va délivrer une frappe et on va ne faire que s'exposer parce que ce qu'il faut savoir, hein, on va le voir dans les images qui suivent, à partir du moment où on commence à délivrer une frappe, hein, on est obligé de casser sa propre garde. Hein. On était en Kamae, hein, bien protégé par notre disponibilité, le sabre devant, et puis on se met à devoir lever les bras et à exposer. Vous voyez bien, hein, vous voyez je dis, est-ce que cette attaque-là ne serait pas, par exemple, une cible mouvante? Alors, on les voit, c'est un hasard à tous les deux avec Disney, parce que justement, c'était des échanges Kendo Naginata. Et donc, on voit que là, on peut attaquer le poignet, éventuellement. Si on arrive à prendre, on peut prendre le débana. Éventuellement, pourquoi pas ce nez, dos, enfin voilà. Donc, à partir du moment où on casse sa garde pour attaquer, pour délivrer la frappe, je vais le dire un peu plus correctement. Donc, à partir du moment où on casse sa garde pour délivrer une frappe, eh bien, on s'expose. Donc, si votre menace, hein, a été suffisante à ce moment-là, vous avez réussi à ébranler l'autre, votre attaque ne sera pas contrée puisque vous serez avantagé, hein, vous serez en situation favorable. Et puis, si justement vous n'avez pas réussi à ébranler suffisamment le kamae et le calme de la personne en face, de votre partenaire, eh bien, vous risquez de vous faire contrer. Et donc là, on voit très bien. Alors, ça c'est pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon ami à moi. Il n'est absolument pas une cible, hein, dans ce cas-là, hein, mais vous voyez bien que, comme on ne voit pas son partenaire, il se peut très bien que le partenaire ait réussi à le faire déclencher son attaque pour pouvoir le contrer. Et donc, vous voyez aussi que je voulais prendre des photos, mais des photos qui démontrent le sémé. Vous comprenez bien que c'est très difficile puisque le sémé, c'est quelque chose qui s'exprime déjà sur une durée. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas très visible, je dirais, pas très photogénique, je dirais. Hein, voilà. Donc, voilà, vous voyez que j'ai préféré vous montrer des photos au moment donné où le sémé a produit ou pas quelque chose. Et à ce moment-là, on peut délivrer une frappe. Et donc, vous voyez donc, François ici en train de délivrer sa frappe. Hein, et vous voyez ici Sumi Sensei. Hein, j'en parlais ce matin. Regardez, pour ceux qui étaient là ce matin, regardez la position du pied arrière. Hein, on est vraiment en train de se mobiliser vers l'avant. Hein, Sumi Sensei est en train de délivrer un men. On voit que le kamae de son épouse ici a l'air d'avoir un petit peu, comment dire, vrillé. Alors, est-ce que c'est un débana sur le yokomen? Je ne sais pas vraiment, mais l'attitude corporelle montrerait une perte un petit peu d'équilibre et de posture. Voilà, donc je trouvais très illustratif cette photo-là, parce qu'on se dit que quand on connaît bien en plus, que si vous avez vu en vidéo ce combat ou d'autres combats qu'ils ont réalisés par ailleurs, c'est pas de l'uchikomi, hein, il y a du sémé qui dure très très longtemps, il y a beaucoup d'échanges de pointes, et là, c'était le moment ultime où l'attaque est vraiment déclenchée. Hein. Donc voilà, donc le sémé, finalement, au bout d'un moment, il se peut très bien que notre sémé provoque, ce qu'on peut imaginer ici, provoque l'attaque de l'autre. Hein. Hein, ce qu'on appelle le hokori, c'est-à-dire qu'on menace et on sent à un moment donné que si on continue un tout petit peu plus, ça va faire déclencher l'attaque de l'autre. Hein. Et donc ça, c'est un sémé finalement qui va nous permettre, nous, de mettre l'autre dans une position de cible, hein, finalement. Hein. Si on arrive à le faire déclencher, son attaque, à ce moment-là, l'autre devient une cible, on n'a plus qu'à délivrer notre frappe. Donc, vous verrez dans la vidéo de Kobayashi Sensei, il explique, alors c'est juste quand on voit la vidéo, ce n'est pas forcément compréhensible, mais quand on connaît pour le pratiquer soi-même, je vais vous l'expliquer, c'est la notion de s'aimer frapper ou de s'aimer et frapper. Voilà. Donc, son point de vue, c'est pas parce qu'on fait un bon s'aimer qu'il faut attaquer systématiquement tout de suite. Donc, il faut produire le sémé et se laisser un petit peu de temps pour s'assurer vraiment que notre sémé a produit ce qu'il doit produire. Ça ne veut pas dire d'attendre, hein, mais ça veut dire déjà de se donner la chance de bien voir que notre sémé a produit ce qu'il devait faire pour attaquer. Et donc, ça veut dire que s'aimer et attaquer,
c'est pas finalement la façon d'imprimer le sémé pour quelqu'un de haut niveau au-dessus de 5 6e dan. Hein. Donc, il y a bien cette notion de sémé et frappé qu'il faut intégrer plutôt que s'aimer frapper. Donc, on ne le voit pas ici, mais il y a une notion importante aussi, hein, c'est le Kenshutai. Le Kenshutai, c'est cette façon-là qu'on peut avoir d'attaquer, donc de produire le sémé, tout en se protégeant. C'est-à-dire que notre sémé va nous protéger, mais va nous permettre aussi de délivrer une frappe. Hein, donc, ça, c'est une notion très importante parce que si on ne fait que menacer, mais que notre menace fait qu'on s'expose, finalement, on a perdu une partie de notre capacité de menace, finalement. Puisque notre menace, elle doit justement, on le verra par la suite, elle doit finalement amener l'autre à douter. Voilà, ça c'est vraiment important. Et donc, par rapport au sémé, je voulais vous parler d'une anecdote aussi, et puis faire référence à un ami qui nous a quittés il y a quelques années, c'est Georges Bresset, qui avait fait produire des t-shirts. Et sur un t-shirt pour son dojo, il m'en avait donné un et je l'arborais fièrement. Il y avait deux superbes kanji. Et je ne sais pas si je prononce bien, mais ça se disait Muho. C'était deux vieux kanji d'origine chinoise. Et donc, qui voulait dire il faut rester en kame, il ne faut pas casser sa garde. Hein, vous voyez cette idée-là. Et une fois, je suis allé dans un restaurant chinois et puis je voyais que la vieille dame, la propriétaire du magasin, me regardait bizarrement avec mon t-shirt. Et puis, à la fin du repas, elle n'a pas pu tenir. Elle est venue me voir et elle me dit avec son accent que je ne reproduirai pas ici, mais elle me dit mais monsieur, mais pourquoi vous avez écrit sur votre t-shirt qu'il ne faut pas déménager? Voilà. Donc, elle traduisait ça par il ne faut pas déménager. Déménager, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, c'était ça l'idée, c'était d'arriver à maintenir le sémé et surtout ne pas rompre trop tôt le sémé parce que celui qui va délivrer l'attaque en premier va s'exposer. Et donc, si on arrive, c'est un petit peu comme dans une discussion, si on arrive à provoquer quelqu'un et qui perd ses moyens, eh bien à ce moment-là, on doit pouvoir avoir davantage. Voilà, hein. C'est le même principe dans la discussion des sémés. Voilà, c'est bon pour vous? On va continuer. Yes, c'est bon pour moi. Ok, ok. Donc, alors, la mesure. Comment on peut mesurer l'efficacité de notre sémé? Alors, là, je vous ai montré en premier pour illustrer Toda Sensei, vous l'avez tous reconnu. Toda Sensei, c'est une photo que j'ai encore piquée à mon copain George McCall. Décidément, il faudra que je lui paye une bière un de ces jours. C'était au Kyoto Taikai hein, en mai 2009. C'était Toda Sensei dans son combat de démonstration. Et donc, on voit Toda donc, qui fait Nito. Et Toda Sensei, il est aussi très connu pour avoir gagné 3 fois le championnat du Japon quand il avait 23 ans, 24 et 25, quelque chose comme ça, en Jodan. Et donc, à l'époque, il faisait Jodan et il est venu en France en 91. Il était le sensei de Zen NKR en 91. 90 même, pardon, 90 pour les championnats d'Europe de Berlin. Et il nous avait parlé de sa façon avec laquelle il se préparait à pouvoir produire son sémé pendant ses combats. Et donc, il nous a dit, voilà, pour les championnats du Japon, ça se passait à Tokyo Budokan, j'allais dans le jardin, je me mettais en face d'un pin, hein, vous voyez, je vous ai mis l'image du pin à côté, là, en face d'un pin, et je me mettais à faire Jodan face à l'arbre, et je faisais Jodan comme ça, et je produisais mon sémé, et à partir du moment où, à l'intérieur de moi, je me sentais plus grand que l'arbre, ça veut dire que j'étais prêt pour aller faire le chien. Voilà. Hein. Donc, c'est cette idée-là d'avoir cette force de caractère et de pouvoir justement démontrer ça à l'autre en face qui en est tout impressionné, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, le travail à mettre en place pour le s'aimer, eh bien, il y a une histoire, encore une histoire, et j'ai beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. C'est Sumi Sensei qui nous racontait une histoire d'un petit garçon qui avait même pas 10 ans hein, et qui un jour va voir son sensei et il lui dit, c'est la phrase que vous voyez là, le sensei, qu'est-ce que c'est le seme? Et le sensei, à la japonaise, lui dit, bah, le seme, c'est simple. Tu rentres un grand pas et tu lances ta frappe. Le petit garçon, il dit, OK.
à la japonaise, il dit oui, sensei, et il repart. Et puis il essaye pendant une dizaine d'années. Et donc un jour, il continue son même grand pas, s'aimer, et puis il frappe. Et un jour, il fait son grand pas, et il voit l'autre en face qui réagit comme ça. Et c'est ce jour-là où il a compris. Voilà, donc c'était l'histoire de M. Soumi. Finalement, le s'aimer, qu'est-ce que c'est? C'est arriver à imprimer à l'autre quelque chose qui le fait, qui l'amène à douter, à se protéger, à avoir besoin d'arrêter son impression positive de vouloir attaquer pour se mettre à défendre. Et là, ça veut dire que le s'aimer avait réussi et avait donc gagné. Et donc, cette histoire-là, Sumi Sensei nous l'a racontée parce que le petit garçon, c'était lui. Donc voilà cet aspect de s'aimer. Alors, comment on le mesure? Eh bien, vous avez compris, on le mesure pas à l'intérieur de nous. Hein, c'est quelque chose qu'on envoie et on le mesure par la réflexion, je dirais. Hein, ça se reflète sur le partenaire, c'est-à-dire qu'on envoie notre menace, notre s'aimer, et le partenaire va réagir d'une certaine façon. Il peut très bien aussi réagir en se disant, j'ai pas envie de céder et je vais imprimer moi-même mon s'aimer. Et c'est aussi une réaction qui montre que c'est bien que vous avez envoyé le s'aimer puisqu'il vous répond. Hein, donc, ça aussi, c'est une façon de voir qu'on exprime bien du s'aimer. Et c'est comme ça qu'on le reconnaît. On le reconnaît sur quelqu'un et on le reconnaît de l'extérieur quand on voit une action et qu'on voit la réaction de l'autre et les interactions entre les uns et les autres, quand on a l'habitude à l'extérieur, vont vous démontrer qui exprime du s'aimer ou qui a un s'aimer qui prend l'avantage à un moment donné. Et donc, c'est à ça qu'on le voit. Voilà. Et donc, il y a une phrase de M. Oshimura qui m'a toujours amusé. Il dit, vous savez, vous produisez le sémé, comme ça, vous produisez le sémé sur quelqu'un et s'il n'y a aucune réaction en face de vous, c'est que la personne est vraiment très forte. Ou alors, c'est qu'elle est très, très faible. Voilà. Et là, débrouillez-vous avec ça maintenant. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que pour pouvoir voir si votre sémé a quelque chose à dire, s'il a de la valeur, eh bien, il faut le confronter à quelqu'un et c'est la personne qui vous montrera par sa réaction si votre sémé produit quelque chose sur elle ou pas. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que le partenaire se rend compte qu'il est en danger et finalement, selon son niveau de pratique, il va se rendre compte qu'il est en danger et soit il ne déménage pas, comme je vous disais tout à l'heure, comme sur le t-shirt, il ne déménage pas, il reste en camaé, soit finalement, il va avoir quelque chose, une réaction de se protéger, de se protéger pas forcément physiquement, mais on va sentir qu'il va avoir besoin d'éviter votre menace. Et donc ça montrera que votre sémé exprime quelque chose. Voilà. Donc, je continue. Donc, une liste non exhaustive, et vous verrez pourquoi elle est non exhaustive. Donc, avant de vous lister quelques types de sémées, je voulais vous montrer cette image. J'en ai parlé à ceux qui étaient avec moi ce matin. C'est les katas. Donc, à gauche, vous voyez Takano Sasaburo, hein, qui est considéré comme le créateur du kendo moderne. Hein, comme on peut l'assimiler à Jigoro Kano, Jishin Funakoshi pour d'autres arts martiaux. Hein. Donc, Takano Sasaburo à gauche, hein, qui est de l'école Itoryu. Et à droite, Nakayama Akudo, qui lui a fait beaucoup et peut-être même lui aussi, c'est un des fondateurs pour aussi le Iaido, le Jodo. Hein. Donc voilà, tous les deux étaient donc 10e dan. Et donc, en termes d'expression, je ne sais pas si vous voyez cette image, si vous avez la possibilité de la voir d'assez près, mais je l'ai regardée pas mal parce qu'elle me parle beaucoup. On voit, ne serait-ce que dans la façon de tenir le sabre de Takano Sasaburo à gauche, on voit cette capacité, hein, moi je ressens cette capacité d'action. Alors pour plusieurs raisons. Vous voyez ces manches, notamment la manche du bras droit, et qui est remontée. Hein, ça veut dire qu'il a pris la garde et que la manche est remontée. Donc il a une certaine orientation du bras qui a fait glisser la manche le long de son bras. On a l'impression hein, que ses mains sont
sont refermés autour du sabre avec cette capacité à couper. Moi, j'ai presque l'impression qu'il bouge, hein, qu'il est en train de pratiquement de lancer son attaque. Et quand vous voyez Nakayama Akudo, c'est pareil. Vous voyez son bras droit, on voit bien qu'il n'y a pas, un assistant qui est venu pour régler sa manche, pour prendre la photo de façon totalement, je dirais, aseptisée et statique. On voit bien que cette photo est le résultat d'une prise de position qui vient de se faire une seconde avant, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle comme moi, mais moi, je la ressens comme ça. Donc là, on voit bien le sémé. Moi, j'arrive presque à voir comment ils expriment le sémé sur cette photo-là. Ou en tout cas, je me le figure, je me l'imagine, voir, je le fantasme, mais c'est un peu ça l'idée. C'est le sémé. Hop, voilà. Donc, le premier type que je voulais voir avec vous, c'est le plus basique. Donc, le plus basique, c'est le sémé, j'appelle déstabilisant. Pourquoi? Parce que on est juste en face de l'autre et on lui signifie qu'on va l'attaquer. On va l'attaquer, je dirais, on l'attaque par la menace et on va lui délivrer une frappe. C'est incessamment sous peu, ça va arriver. Ça peut être à n'importe quel moment. Et ça peut durer un certain temps. Voilà. Et au bout d'un moment, cette tension, hein, ce côté, cette urgence-là, finalement, va peut-être se traduire chez l'autre par du doute, hein, ou de l'hésitation, enfin tout ce qu'il ne faut pas finalement, et finalement, ça va détruire son propre sémé. Donc ça, c'est le sémé le plus basique, le plus simple. C'est on dit à l'autre, je vais t'attaquer. T'en penses quoi? Voilà, c'est ça l'idée, hein. Donc ça, c'est le plus simple, le plus basique. Alors, avec une petite, vous verrez que Kobayashi Sensei, quand il parle de celui-là, il dit attention parce que si on fait s'aimer toujours au milieu, dans l'avant, vers l'avant, on a tendance à rigidifier un peu son kendo. Il faut savoir varier aussi. Voilà. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est, je l'appelais alternant, désorientant. C'est par exemple, ça peut être par exemple quand vous menacez main, hein, et donc vous appuyez légèrement sur le sabre, et puis la personne va réagir à ce moment-là, vous attaquez côté. Ça peut être aussi quand quelqu'un est en Jodan, vous menacez le poignet droit et puis finalement vous attaquez Tsuki, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une menace d'un côté alors que l'action va aller de l'autre côté. Donc, la menace va amener une sorte de poids, donc va amener de l'attention quelque part pour finalement, c'est une sorte de diversion quelque part dans la menace, hein. C'est une menace qui fait diversion pour pouvoir justement ouvrir une opportunité à un autre endroit. Donc voilà, c'est le deuxième. S'ensuit après, alors ça c'est le Isun no Seme, c'est le seme préféré de Kobayashi Sensei. Il l'appelait Isun no Seme parce que Isun ça veut dire un sun et sun enfin, sun c'est 3 cm, c'est une mesure japonaise. Donc c'est des petites avancées de 3 cm, hein, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et donc c'est son seme à lui, vous verrez, sur la vidéo, il y a quelques combats, notamment des combats au Kyoto Taikai qui sont très et c'est pour ça qu'il avait été choisi pour parler du sémé, c'est qu'ils sont vraiment très démonstratifs de toutes ces théories sur le sémé, hein. Alors, celui-là, Toita no Seme, il en parle aussi. C'est un sémé qui a été illustré, je dirais, par Ogawa Sensei, qui était le père du Ogawa Sensei que l'on connaît, qui était très connu, qui était 9e dan et a eu une vraie influence, je dirais, après-guerre. Et donc, il illustrait le sémé il disait ça, il disait, imaginez que vous êtes dans le courant de la rivière Shirakawa, hein. Donc, à Kumamoto, il y a une rivière, elle s'appelle Shirakawa. Imaginez que vous êtes face au courant de la rivière et que vous portez avec vous une porte. Vous voyez, imaginez le panneau de porte là, et que vous remontez le courant en tenant le panneau de porte comme ça. Voilà. Bon, mais ça, c'est une façon de concevoir le sémé en repoussant, au lieu d'avoir un sémé qui est pointu et qui essaye d'aller vers l'avant, c'est un sémé qui avance avec quelque chose je dirais, de large, voilà, hein, qui avance comme ça, en remontant le courant étant illustrant bien sûr le sémé de l'autre, hein, voilà. Donc ça, ils appellent ça le toita no sémé, puisque le toita, c'est le panneau de porte, hein, voilà. Donc il y a plein d'illustrations comme ça très poétiques.
Après, un autre, c'est le Castanate no Seme, c'est un sémé de répétition. Donc, c'est Murayama Keisuke qui était là. Donc, il est venu en France en 94 pour les championnats du monde. Il était le coach de l'équipe du Japon. Et on a eu son fils comme expert, Murayama Sensei, qui est venu aussi. Et donc, et le père, je voulais montrer en vidéo sur les katas. C'est lui qui avait la moustache qui nous a montré, notamment avec le habiki, les suriage et les uke nagashi avec le vrai sabre. Hein. Donc, vous vous souvenez de lui. Et donc c'est un sémé de répétition où il répète toujours une sorte de séquence. Et comme pour user la résistance de l'autre. Et donc, c'est un sémé de répétition. Ce n'est pas du tout comique. Hein. D'ailleurs, ce n'était pas un comique, hein, Murayama Sensei. Mais c'était vraiment sérieux. Voilà. Donc, ce sémé de répétition, par la répétition, à un moment donné, comme si on venait user la résistance du partenaire. Et puis après, j'ai mis des 3 petits points parce que finalement, on peut chacun inventer son propre mode de sémé. Si vous voulez un jour créer une école de sabre, vous pouvez inventer un sémé avec je dirais, une illustration assez poétique. Et donc finalement, moi, je pense que on peut tous avoir une conception et une façon d'exprimer en fonction de sa personnalité, sa morphologie, son vécu de kendo, un sémé un peu différent. Alors, les principes de base, hein, on les connaît. Hein, c'est que notre sémé, finalement, il doit pouvoir imprimer à l'autre cette capacité qu'on peut avoir de alors, korosu, c'est un terme japonais qui veut dire annihiler, tuer, écraser. Donc, c'est ken o korosu, c'est on annihile le sabre du partenaire. Ki o korosu, c'est on annihile son ki, hein, son kiryoku. Et puis, waza o korosu, c'est pareil, c'est par rapport à sa technique. Donc, avec ces 3 principes-là, vous êtes en mesure de, soit par la prise de sabre, soit par le ki, soit par la technique, de produire votre propre sémé, inventé par vous-même. Voilà, avec ces 3 principes-là. Ken o korosu, ki o korosu et waza o korosu. Donc voilà, donc il n'y a pas une liste finie de sémés, mais je voulais vous montrer ces sémés-là qui sont plutôt intéressants. Jean-Pierre? Oui, Anne, vas-y. Excuse-moi, j'aurais une petite question. Je ne vois pas bien le 4, la Toita no Seme. Je vois Oui. très bien prendre la porte et remonter à contre-courant. Ça, je le vois très, très bien. Mais en kendo, comment tu le traduis? Enfin, je veux dire, je ne vois pas. C'est compliqué la question peut-être, mais c'est pas clair. Mais je ne vois pas bien là. Les autres, ça peut aller, mais celui-là, voilà. Alors, c'est effectivement, tu as raison. J'aurais dû peut-être mettre un peu l'accent. Celui-là, il est un peu plus imagé. C'est-à-dire que les autres sont un peu plus concrets. On est dans le concret. Hein. Le basique, déstabilisant, l'alternant, on menace d'un côté pour aller là, on est vraiment dans le concret. Des petites menaces de 3 cm, on est vraiment dans le concret. Là, c'est plus un ressenti. C'est-à-dire que nous, dans notre ressenti, on doit avancer d'un bloc. Hein. Donc, on avance d'un bloc comme ça. Et surtout, l'autre en face doit sentir une montagne arriver, hein, en termes de menace. Il ne doit pas sentir une pointe qui vient le piquer. Il va sentir quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors, c'est difficile d'expliquer autrement qu'en le faisant soi-même. Mais de temps en temps, quand vous pratiquez, alors moi en France, je vois par exemple on prend l'exemple de Jean-Paul, Jean-Paul Carpentier, hein, qu'on aime bien, mais quand on est en face de lui, eh bien, quand il commence à menacer, eh bien, on sent que ça avance large. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas une menace qui va rentrer comme ça avance comme ça. Voilà, c'est un côté un peu imagé. Et donc, il a voulu, et c'est dans l'enseignement, et c'est comme ça que j'essaie de faire aussi, c'est de produire des images qui vont résonner dans l'esprit des élèves et qui va leur permettre de développer leur façon de faire. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas reproduire sa propre façon de faire chez quelqu'un. C'est le principe de mon blog, hein, Jibun no Hana Osaka Seiyo. C'est qu'on va, en tant que professeur, faire éclore chez l'élève sa propre façon de faire, sa propre fleur intérieure. Voilà. Et donc là, en lui donnant des images, l'image va parler, hein, comme une métaphore, va lui parler
et va résonner en lui et va produire quelque chose avec sa propre énergie, sa propre façon de faire. Tu vois, Anne, ce que je veux dire? Tout à fait, Et donc, tout à et fait. cette image-là, c'est l'image de la porte. Moi, quand Kobayashi Sensei l'a raconté, ça me parlait. Remonter le courant avec cette largeur finalement et un sémé. Et bon, alors après, est-ce que j'arriverai à le produire? Je ne sais pas vous dire. C'est vous qui me direz d'ailleurs. Voilà, est-ce que j'arriverai à le produire? Mais c'est intéressant le côté imagé. Voilà. Effectivement, concrètement, tu ne vas pas t'entraîner à aller dans la Seine avec une porte pour remonter le courant. Confirme ce que tu dis, Jean-Pierre, parce que j'ai fait qu'un seul gecko avec Jean-Paul Carpentier, mais c'est un mur. Ah, voilà, un mur qui avance. Confirme, c'est un mur qui avance. Voilà, d'où le principe de la porte. Mais en même temps, au Japon, les murs sont plutôt en panneaux aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et j'ai trouvé l'image intéressante. Et le principe de l'image, c'est pour qu'elle résonne en nous. Voilà. Ça m'a fait penser aussi, tu parlais de Jean-Pierre, Jean, Carpentier, mais ça m'a rappelé aussi mais un bon souvenir avec Migita Sensei. Hein. Quand tu es en face de lui, il bouge à peine, et là, tu sens déjà le mur où tu vas te retrouver toi dans ton propre mur. Il n'y a pas que moi, hein, tout le monde y est allé, mais je veux Voilà, dire, alors ça m'a rappelé Migita. effectivement, alors là, on parle de gabarit, quand même, parce que aussi bien Jean-Paul que Migita Sensei, c'est quand même des gabarits. Mais dans l'idée, c'est ça, arriver à produire une menace qui est plus large que l'épaisseur de la pointe. Vous voyez, c'est ça, comme ça qu'il faut le voir. Donc là, on va parler Hachisabaki et Sémé. Alors, finalement, il y a un lien de cause à effet évident. Si vous n'avez aucune possibilité de déplacement, bien, il n'y a pas de danger pour l'adversaire. Donc il ne peut pas ressentir de Sémé puisqu'il n'y a pas de danger et il le perçoit qu'il n'y a pas de danger puisqu'il ne sent pas la capacité de déplacement. Donc, le déplacement, justement, est très important. Et pour ça, pour pouvoir confirmer à l'autre que oui, tu vas le prendre. Voilà, tu vas recevoir ma frappe. Voilà. Et là, il dit, ah, je vais peut-être prendre en considération ça parce qu'il sent que le déplacement est prêt, que prêt à bondir, on est prêt à délivrer notre attaque. Voilà, à tout moment. Monsieur Labrie, je peux vous interrompre une minute? Je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'il est possible de faire un sémé sans déplacement? C'est-à-dire mettre cette pression sur l'adversaire tout en restant, on va dire, statique. Alors, eh bien, écoute, le côté déplacement, ça dépend des sensei. Hein. Donc, tu as des sensei qui disent moi, je ne peux pas rester en kamae à produire un sémé sans bouger. Donc, c'est Shimano Sensei, par exemple, si vous le connaissez. Shimano Sensei, c'est un sensei qui est tout le temps à droite, à gauche, et quand on attaque, il est tout le temps sur des taï sabaki. Il a cette façon de faire un peu comme Kasamura Sensei. Et sa façon à lui, comme il le sent, de produire son sémé, c'est surtout pas de rester figé. Et après, il y a d'autres sensei et des sensei émérites qui sont en kamae à tout moment, grâce à leur qualité d'appui, leur disponibilité, leur capacité à partir d'un bloc, qui sont en capacité à partir. Donc, le hachi sabaki, ce n'est pas forcément nécessaire pour faire le sémé. Comme je disais tout à l'heure, quand on est débutant, eh bien, le plus simple, c'est de faire le pas en avant et au bout d'un moment, ça va produire quelque chose sur l'autre. Hein, comme le petit garçon, comme Sumi Sensei quand il était enfant. Ce pas de hachi sabaki, c'est le début du sémé. Hein, donc, il faut faire la différence entre quand on dit, par exemple, on dit, allez, on fait un pas de sémé et après on fait même. Oui, alors un pas de sémé, si c'est juste un pas pour se rapprocher, ce n'est pas un pas de sémé. Si c'est un pas pour initier la frappe qu'on va délivrer derrière et que ce pas-là revêt une certaine énergie qui démontre à l'autre que la frappe va arriver, à ce moment-là, c'est un pas de sémé. Tu comprends, Michel, ce que je veux dire? Et donc, le pas de sémé en lui-même, on va dire que c'est je vais dire le sémé pour les nuls. Non, c'est pas sympa, mais c'est le début. C'est les uchikomi du sémé, c'est le suburi du sémé. Hein, un grand pas, et ce grand pas
qui permet à l'autre de sentir que l'attaque est imminente. Et alors, au début, on lance le pas et puis l'attaque, elle part juste derrière. Mais au bout d'un moment, on est en capacité à lancer ce pas et à maintenir un tout petit peu en camaillé avant de lancer l'attaque. Et là, l'autre en face risque de se désunir et notre attaque va fonctionner. Donc, est-ce qu'on peut produire du sémé sans bouger les pieds? La réponse est oui, à condition qu'on sache démontrer à l'autre notre capacité à l'attaquer. Et donc, pour ça, c'est simple, c'est-à-dire que quand il produit un sémé et que nous, on lui répond, en lui répondant, il y a souvent un petit repositionnement, que ce soit en avant, en arrière. Vous verrez les vidéos de Kobayashi Sensei. Hein, à un moment donné, il a quelqu'un qui le presse, qui le presse, qui le presse. Il recule, il recule, il recule. Et puis, il continue à le presser. Et là, tout à coup, pam, il part sur un main. Alors, c'est bizarre parce qu'on se dit, il fait s'aimer, mais finalement, c'est ce qu'on verra après. Hein, c'est le côté, échappatoire. Hein. Il est dans un échappatoire, mais ça ne l'empêche pas d'être en capacité. Et l'autre en face, croyant qu'il avait l'avantage puisqu'il a avancé, a dû se relâcher à un moment donné et il a pris le débanamène. Voilà. Donc, le déplacement n'est pas une condition sine qua non pour exprimer le sémé, mais quand on est, je dirais, de niveau en dessous de 3e, 4e dan, c'est mieux pour arriver à développer son propre sémé. Et je crois d'ailleurs hein, que la première expression de sémé que j'ai vue, parce que je devais être 2e dan, donc c'était il y a quelques temps, et c'était une compétition, c'était à la Coupe méditerranéenne. Et je me souviens d'une finale féminine. Et je ne me rappelle plus son nom, mais Michel Issangeau pourra nous dire son nom. C'était une élève de Marseille qui devait être jeune, hein, elle devait avoir même pas une vingtaine d'années, et qui avait une capacité à se jeter sur son partenaire et à provoquer chez lui, finalement, grâce à ce qui est un kiai qui était assez fort et une intensité de mouvement qui faisait que de temps en temps, elle pouvait arriver presque en courant de 3-4 mètres. Hein, et puis, bon, à l'époque, on n'avait pas les niveaux de kendo pour pouvoir faire des ojiwaza comme éventuellement les gens d'équipe de France le font maintenant. Et elle arrivait à faire des points à un moment donné, d'un bout à l'autre du shiaju en arrivant en courant. Et finalement, l'autre, par cette attitude, arrivé en courant, était complètement décontenancé et finalement se prenait un main ou un côté. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été, je dirais, dans ma mémoire, dans ma façon de comprendre le sémé, ça a été quelque chose de très démonstratif. Et j'en garde encore l'image maintenant. Voilà. Merci beaucoup, très clair. Donc, et justement, ce que je voulais illustrer juste après, ça répond un peu aussi à ta question. Imaginez-vous, vous êtes en kamae, un kamae très très fort, hein, et puis vous êtes prêt à attaquer, et tout à coup, juste pour faire le test, hein, mettez-vous sur les talons et levez les orteils. Bon, vous n'êtes plus du tout en capacité à partir, on est d'accord, hein? Bon, eh bien, cette attitude-là, votre attitude corporelle, avec les orteils levés, même si la personne vous regarde dans les yeux, va sentir, hein, à partir d'un certain niveau, va comprendre que vous n'êtes plus en capacité d'attaquer. Et donc, votre sémé va être complètement coupé. Et en plus de ça, vous-même, sentant que vous n'êtes plus en capacité d'attaquer, avec les orteils levés et les talons posés, vous allez vous décontenancer dans votre attitude générale. Et ça va être aussi perçu par l'autre. Vous voyez cette idée? Donc, cette capacité d'Ashisabaki, qui n'est pas forcément de bouger, mais cette capacité à bouger, elle est primordiale pour pouvoir imprimer le sémé. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le lien entre le Ashisabaki et le sémé. Et donc, on en a parlé un petit peu, mais l'Ashisabaki comme un échappatoire au sémé d'Aïté. Alors, j'ai illustré, j'ai mis un peu de couleur. J'ai illustré avec la bataille de Shiroyama. Pour ceux qui connaissent, c'est la dernière bataille de Saigo Takamori, hein, contre les armées de l'empereur. Donc, 1877, sur le continent, il n'arrivait plus à contenir les attaques. Donc, il est parti avec, je crois que c'est 500 samouraïs, se replier un peu vers Kumamoto
vers où était donc vers Kagoshima, pardon, vers où était son fief. Et finalement, il est monté sur une montagne, sur une colline qui s'appelle Shiroyama. Et finalement, il s'est fait encercler et finalement, c'est là où c'est la dernière défaite qu'il a eue, donc en 1877. Donc là, on voit sur l'image qu'il est quand même pas mal entouré, hein, avec les armées de l'empereur ici. Et donc, c'est la fin, quoi. Donc, c'est la fin. Et malgré tout, ce que j'ai appris assez récemment, parce que je ne suis pas non plus féru d'histoire japonaise, c'est que 1877, donc, il a été défait. 1878, c'est le début de l'ère Meiji. Et donc, en 1889, je crois, il a été réhabilité. Voilà, donc c'est pour la petite histoire. Tout ça pour dire que pour parler du repli stratégique, hein, donc courage fuyant ou le repositionnement stratégique devant une situation mal engagée. Donc, j'ai voulu parler du Kigurai. Le Kigurai, hein, c'est, vous savez, cette fierté, cette capacité, une sorte d'orgueil bien placé, c'est comme ça que je l'ai écrit, qui nous permet, à partir du 5e dan, de démontrer justement le Kiryoku dont on a parlé avant, qui est cette force de volonté. Et à un moment donné, on se dit qu'on est dans une situation mal engagée, et si on persévère dans cette situation mal engagée par fierté, hein, par orgueil, ben on peut se faire défaire, hein, justement. Et donc, il faut savoir se repositionner et se remettre à réappliquer le sémé. C'est ce que j'ai écrit. Donc, arriver à rompre, se repositionner. Donc, ça peut très bien être, comme vous verrez dans la vidéo de Kobayashi Sensei, pardon, des petits pas de recul, mais des petits pas de recul avec l'intention qu'ils restent vers l'avant. Ça, c'est vraiment important. Si c'est des pas de recul pour éviter comme ça, à ce moment-là, on se fait submerger. C'est des pas de recul où à chaque fois, on se remet vers l'avant et on menace l'autre de le contrer quand même. Voilà. Donc, ce repli stratégique va nous permettre, et ce que fait très souvent M. Shimura, par exemple, c'est un petit pas sur le côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une menace très forte linéairement, je dirais, face à vous, à partir du moment où vous faites un pas sur le côté, vous redéfinissez le centre. Le problème du pas sur le côté, c'est que ça peut vous faire perdre la qualité des appuis. Donc, il faut arriver à conserver cette qualité des appuis pour produire un sémé. L'autre qui a envoyé un sémé tout droit se retrouve à avoir une réponse qui lui arrive sur le côté. Ça peut être déstabilisant et ça peut vous faire prendre l'avantage. Donc, ça, c'est vraiment important. Et grâce au Hachisabaki, justement, on peut se sortir d'une situation. Ce n'est pas une fuite, parce que la fuite, finalement, si l'autre produit bien son sémé, il va vous poursuivre. Et puis, à un moment donné, vous allez craquer. Et là, il va en finir. Hein. Donc, c'est ça l'idée, c'est que vous puissiez vous repositionner pour réappliquer votre sémé et remettre la personne, l'autre, dans une situation où il doit vous répondre à votre sémé et il n'est plus dans une situation avantageuse pour lui. Et là, ça rééquilibre les forces. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais exprimer par ce courage fuyant. Et donc là, on arrive à une conclusion que j'ai voulu un peu humoristiquement écrire vertu apéritive. Ce n'est pas une conclusion qui termine le sujet, c'est une conclusion qui doit l'ouvrir, justement. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Et vous ouvrir, je dirais, les perspectives de progrès, hein, dans votre pratique. Alors, en conclusion, hein, pour avancer sur le sémé, là aussi, c'est un petit jeu de mots, hein, pour avancer, aller plus loin sur votre capacité à produire le sémé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sémé, c'est nous qui le produisons et c'est l'autre qui le ressent. Voilà, à partir du moment où vous savez ça, déjà, c'est le début. Il faut comprendre que voilà, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est-à-dire qu'on produit une impression. Cette impression-là est ressentie par l'autre. À partir du moment où il a, bien sûr, le niveau de capter cette information-là. En deuxième, n'oubliez pas les deux disponibilités. Hein. Disponibilité physique, cette capacité de Hachisabaki. Disponibilité mentale, cette capacité à pouvoir analyser ce qui se passe et réagir positivement pour répondre. Hein. Donc, par exemple, si on sent, par exemple, on peut très bien sentir quand on a l'habitude, le retour du pied gauche. Donc, on se dit, tiens, il est en train de se positionner pour attaquer. Donc, c'est aussi une façon de menacer. Il nous menace de lancer sa frappe. Donc, on va lui répondre en lui disant, viens, j'ai préparé mon Ojiwaza. Hein. Donc, hop, je vais te frapper.
Oui, mais il n'y a pas de problème, mon Ojiwaza est prêt, viens quand tu veux. Voilà, hein. Donc, la disponibilité physique, c'est la capacité à faire, en termes bien sûr de frappe, hein, mais aussi de déplacement. Et la capacité mentale, c'est de dire, je suis prêt, l'Ojiwaza est prêt, c'est quand tu veux. Voilà. Donc, ces deux disponibilités sont importantes, hein, pour arriver à produire sur le sémé. Alors voilà, le fameux Kiryoku avec encore une superbe calligraphie de Yolanda, hein, qui m'a gâté, hein. J'en ai 3-4 là, superbe. Donc, Kiryoku, ben, c'est ça, c'est-à-dire que cette force de volonté, cette force de caractère, vous ne déménagerez pas, hein. Donc, il faut faire la différence entre la force de caractère qui résiste à l'autre en lui disant, c'est pas grave, viens, je suis prêt, hein, on va voir ce qui va se passer, on va voir si c'est toi qui as raison, si c'est moi, hein. Donc voilà, cette force de caractère-là, c'est pas non plus, et comme on voit de temps en temps, quand on produit le sémé sur quelqu'un qui nie votre sémé, hein, qui refuse, qui réfute, hein. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est encore une façon de faire. C'est pas mon conseil. Mon conseil, c'est plutôt de dire, OK, oui, je sens ton sémé, mais regarde, le mien, il est là, hein. C'est plus dans cet esprit-là où je conseillerais de pratiquer sur le sémé. Il ne faut pas annuler le sémé de l'autre comme s'il n'existait pas pour que vous puissiez être détendu. C'est l'inverse, c'est-à-dire que la tension monte. Oui, mais moi aussi, je te fais monter la tension. Voilà. C'est plus dans cet esprit-là. Et Kiryoku, il est plus dans cette idée de cette force de caractère qui dit oui, je suis là, je sens que tu es là, moi aussi je suis là, et je vais te répondre. Et d'ailleurs, mon sémé, le voilà, hein. Donc ça, c'est vraiment important. C'est cette force de ce travail, bien sûr, soit on peut l'avoir de façon innée, soit ça se travaille par, je dirais, la répétition, des choses qui ne sont pas forcément faciles. C'est le goût de l'effort qui va nous amener à développer aussi cette capacité de résister. Voilà. Donc, Kiryoku. Alors, on le trouve bien sûr, hein, il n'y a pas que dans le kendo, hein, c'est dans tous les arts martiaux, et pas seulement les arts martiaux, hein. Ça peut être aussi dans une discussion d'affaires, ça peut être dans pas mal de domaines. Alors voilà, ça c'est la cible ou la menace, hein. Donc, être bien conscient que quand on va lancer sa frappe, on va se découvrir, hein. On peut très bien prendre un Debana ou un Ujiwaza autre, hein, un Taishido ou autre, parce qu'à partir du moment où on n'est plus en disponibilité à attaquer, à partir du moment où on délivre la frappe, c'est mathématiquement, c'est même pas des statistiques, c'est scientifique. Vous cassez votre garde pour pouvoir délivrer la frappe. Voilà. Donc, ben, on est exposé. Donc, ben, il ne faut pas attaquer forcément à coup sûr, mais il faut limiter le risque le plus possible en produisant le sémé et en ayant conscience du bon moment où on doit délivrer sa frappe. Voilà. Sinon, ben, on risque finalement de se faire contrer. Alors, vous avez vu qu'il y a de nombreuses façons d'imprimer un sémé. Quand je dis imprimer, à exprimer, c'est ce que vous sortez. Imprimer, c'est l'autre qui le reçoit finalement, hein. Vous imprimez votre sémé sur l'autre, hein, vous écrivez dans son kamae, hein, votre sémé. Voilà, c'est comme ça que je veux l'exprimer en français. Donc, il y en a pas mal de façons. Il faut conserver à l'esprit que Ken okorosu, Ki okorosu, Waza okorosu, l'ensemble des trois, ça regroupe tous les sémés. Donc, à partir du moment où vous prenez le sabre de votre partenaire, vous arrivez à annihiler sa capacité de kamae, vous prenez le centre, ben, son sabre devient inopérant. Donc, à ce moment-là, il est en mal, hein, il est en difficulté. Le ki, c'est vous prenez l'ascendant par rapport à son énergie vitale, par rapport à l'ascendant par rapport à sa capacité d'action, par le kia et par la présence, par tout ça. Et le waza au korosu, c'est la technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez à provoquer son attaque, Pompon, on dit waza. Vous arrivez à provoquer Pompon, hein, comme si quelqu'un faisait Uchikomi devant vous, vous êtes en Kamae, il fait Uchikomi avec le même rythme, à un moment donné, Pom, Debana, Pom, Kaishi, Pom, Surage. Hein, on le voit souvent, hein, des sensei qui font ça sur un étudiant qui engage. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est la façon d'exprimer son sémé. Et puis voilà, le fameux échappatoire. Et ça c'est un truc, enfin, c'est un sujet qu'il faut que je travaille aussi pour ma propre façon, parce qu'à partir du moment où mon sémé au milieu ne va pas
produire suffisamment d'effets, on risque de tomber dans une sorte de statu quo qui fait qu'il ne se passe rien. Et à un moment donné, il faut bien arriver à rompre cet état de fait et éventuellement arriver à trouver d'autres axes de travail sans forcément se désaxer, retrouver un nouveau centre. Voilà, c'est un travail pour tout le monde et pour moi en particulier en ce moment. Et donc, au final, le sémé, qu'est-ce que c'est? Et c'est une conclusion de Kobayashi Sensei également. Le sémé, j'aime bien la façon d'exprimer ça, c'est faire expérimenter à votre partenaire le shikai. Le shikai, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 4 mots. C'est la surprise, l'hésitation, le doute et la peur. Si on arrive par notre sémé à faire ressentir 1, 2, 3 ou 4 des shikai au partenaire, c'est quasiment gagné. Ça veut dire que votre sémé a fait son travail. Il n'y a plus qu'à délivrer la frappe derrière. Donc voilà, donc le sémé, c'est arriver à faire expérimenter à l'AIT le shikai. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous remercie, vous avez été très calme. Donc vous pouvez vous déchaîner avec vos questions, si vous en avez. Jean-Pierre, une question, s'il te plaît. Oui. Depuis plusieurs semaines, on travaille les katas avec Sensen-no-sen et Go-no-sen. Il doit y avoir un lien entre Sensen-no-sen, Go-no-sen et le sémé, non? Alors, effectivement. Alors, attendez, j'essaie de régler. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le principe, effectivement, Sensen-no-sen, donc je rappelle pour faire rapide, donc Sensen-no-sen, c'est à partir du moment où vous êtes dans une anticipation de ce qui va se passer et vous prenez au piège le partenaire. Donc, vous menacez, puis à un moment donné, vous laissez une opportunité, il rentre dedans, vous le prenez au piège parce que vous avez anticipé sur l'attaque qu'il allait réaliser. C'est comme si vous aviez pressenti. Donc, ça peut être du debana, mais ça peut être aussi des ojiwaza comme Suriage. Vous l'avez amené finalement là où vous vouliez. Le Go-no-sen, c'est plus ce qu'on appelle une réponse conditionnée. Une réponse conditionnée, vous faites votre sémé, le fameux sémé qui plaît bien à Anne, là, le Toita no sémé. Vous faites le sémé comme ça, et puis tout à coup, il se passe quelque chose, une attaque, et pam, vous répondez Nukido, Suriage, voilà. Donc, c'est une réponse conditionnée à une attaque. Et pourquoi on peut y répondre de façon conditionnée? C'est parce qu'on n'a pas d'a priori mentalement. On imprime le sémé et à un moment donné, notre sémé fait déclencher le partenaire et à ce moment-là, on peut y répondre en faisant ojiwaza. Donc voilà, donc c'est effectivement tout part du sémé. S'il n'y a pas du sémé, il ne peut pas y avoir du sen-no-sen, il ne peut pas y avoir du go-no-sen. Donc oui, c'est une question, c'est très lié, effectivement, Ludo. Donc effectivement, il y a un lien très fort dans un gecko entre les katas et ce qu'on fait en kata et ce qu'on fait en gecko. Dans le sémé, dans ce qu'on veut obtenir. Oui, pour revenir à cette idée-là, c'est que les katas sont censés nous apprendre des valeurs assez fines qui sont transposables immédiatement. Et donc, le principe si on ne fait que répéter dans les katas yato sans vraiment imprimer cette notion de sémé et cette notion de sen, eh bien, on passe à côté d'une valeur qui nous servira avec la pratique en armure. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment évident. Ouais. Merci, Jean. Merci, Udo. Vous avez d'autres questions? Oui, enfin une observation sur le tamé, qui est peut-être la fin ou le sémé un peu suspendu, justement quand il n'y a pas Shisabaki, ou je me trompe? Alors le tamé, c'est
cette capacité à produire son sémé, à réagir au sémé de l'autre, et justement avoir une sorte de patience active, hein, c'est-à-dire que on reproduit le sémé, et de temps en temps, il peut se produire quelques petites brèches dans la menace de l'autre, et on se dit, allez, je ne vais peut-être pas le lancer tout de suite, je vais continuer encore à produire le sémé pour que vraiment il s'effondre, pour avoir un petit peu plus de chance, de réussite, et prendre un peu moins de risques dans mon attaque, dans ma frappe. Et donc, le tamer, c'est cette capacité. C'est pour ça le mot patience est assez impropre. Donc, c'est quelque chose d'actif, mais qui nous permet de ne pas se précipiter à la moindre occasion, d'être en capacité à investir en supplément d'encore un petit peu de sémé jusqu'au moment donné où finalement c'est presque évident. Vous voyez, voilà. Donc, tu vois, Michel, c'est cette idée-là. Le tamer, c'est cet aspect-là. Il ne faut pas le penser comme une patience. C'est quelque chose d'actif, sans se précipiter. On produit du sémé activement, mais on ne se précipite pas. Et ça produit du tamé finalement. C'est-à-dire que dans un passage de grade, on peut très bien dire tiens, la personne a trop attaqué. J'entends ça souvent. Hein. On verra ça quand on discutera des passages de grade. Mais oui, elle a trop attaqué, elle n'a pas son grade. C'est pas parce qu'elle a trop attaqué, c'est peut-être parce que quand elle a attaqué, elle aurait pu encore produire encore un peu plus de sémé pour encore plus construire son attaque. Voilà. Et donc, cette capacité-là à ne pas lancer trop tôt, c'est le tamé. Ça répond à ta question, Michel? Oui, tout à fait. Super, merci. Si je peux ajouter quelque chose, l'explication sur le tamé vient d'allumer une petite lumière supplémentaire dans ma collection. Je mettais l'accent sur la patience, mais voilà, ce n'était pas le bon mot. Donc, merci beaucoup pour l'explication. Oui, alors c'est vrai que ce côté patience, ça, dans notre façon de le concevoir, ça montre de l'attentisme. C'est de la même façon quand j'enseigne les katas, quand on parle de Ukenagashi comme une parade. Pour moi, une parade, c'est quelque chose qui est en place avant qu'arrive l'attaque un peu, ou un petit peu avant. Alors qu'un côté Suriage, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'attaque. Donc, c'est pour ça cette idée d'attente, de patienter et de ne pas être dans l'action finalement. Mais c'est pas, pour moi, le tamé est dans l'action. Voilà. Donc, effectivement, je suis content que c'est allumé une petite lumière chez toi, Michel. Autre question, Jean-Pierre, est-ce que dans les championnats, les compétitions, cette notion de s'aimer, elle est prise en compte avant d'accorder un point? C'est une très bonne question. Alors, les arbitres sont tous des personnes en capacité qui ont des grades et des expériences en général supérieures aux compétiteurs. Donc, partant de ce principe-là, ils ont besoin aussi, grâce à leur expérience, et c'est comme ça qu'ils la mettent en avant, c'est qu'ils arrivent à lire le combat. Et donc, qu'est-ce qu'on lit dans le combat? On lit les échanges de sémés. On lit cette capacité de dire, tiens, il y en a un qui prend l'ascendant là, et donc, nous, en tant qu'arbitre, s'il y a une attaque qui prend à ce moment-là, quand on voit qu'il y en a un qui a craqué et l'autre qui attaque, on va la pressentir, cette attaque. Un petit peu comme c'était nous qui produisions le sémé et qui délivrons la frappe. Donc, on va la pressentir. Donc, si on pressent ce qui va se passer, on est plus à même de le juger, puisqu'on a juste à voir la confirmation de ce qu'on croyait. Et on vérifie la confirmation, et à ce moment-là, on peut arbitrer. C'est pour ça qu'on arrive à arbitrer des choses qui se passent très, très vite. C'est parce qu'on arrive à lire ce qui est en train de se passer. Et donc, on a un coup d'avance en termes de compréhension. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que le sémé, finalement, est pris en compte, oui, parce que ça fait partie de la lecture. Et l'échange de sémé va nous donner des indications et va nous permettre de mieux arbitrer. Ça répond à ta question, Thierry? Oui, parfait, merci. Super. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le sémé. Est-ce que moi j'ai une question pour vous? Allez-y.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une demande. Quelle place pour le QI dans le semé? Combien d'énergie est investi dans le QI pour avoir un bon semé? Je ne sais pas. Euh, Je comprends. Je merci. comprends ta question. La réponse n'est pas évidente parce que déjà, elle dépend de chacun. Le kiai en tant que sonorité, certains ne le produisent pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est pas parce que. Alors, c'est un peu compliqué. Le kiai, finalement, c'est quelque chose qui. Alors, on parle de réunir les énergies, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui s'exprime par un cri, mais qui n'est pas forcément. Il n'y a pas besoin forcément d'être très puissant, d'être très long. Par contre, ce qui est important, et ce qui est très important, et ce qui est primordial, c'est cette capacité à le produire. Parce que cette capacité à le produire va vous mettre, vous, votre corps, même mentalement, va vous mettre en disponibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pousse le kiai, on vous prépare le kiai, notre corps se met en disponibilité physique et mentale pour délivrer une frappe engagée, sous-émis. Voilà. Donc, ce kiai n'est pas forcément un volume sonore et une durée dans le temps, mais il est une capacité à produire un kiai qui peut même être très très court, mais qui démontre cette préparation intérieure. Voilà. Donc la préparation intérieure dans le sémé, elle est très importante parce que c'est cette préparation-là qui va démontrer votre kilyoku, qui va démontrer votre capacité à vous déplacer, qui va démontrer votre capacité à lire ce qui est en train de se passer, à comprendre et à agir comme il faut. Et c'est ça qui va imprimer du sémé. Et donc, le kiai, il faut le faire sortir ou le rassembler pour qu'à l'intérieur de soi, il y a cette intensité-là qui monte, quitte à ce qu'elle s'exprime pas forcément très fort et très long, mais le rassembler toutes ces énergies-là est vraiment primordial. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas voir le kiai comme un niveau sonore, ça ne se mesure pas en décibels, ça se mesure en intensité intérieure qu'on peut percevoir quand on est en face ou à côté. Voilà. C'est de très bonnes questions, hein, c'est très intéressant. D'autres questions? Donc, voilà ce que je voulais dire. Et c'est vrai qu'on hésitait entre deux sujets de conférence. Le premier, c'était le passage de grade, hein, donc expliquer tout ce qui se passe autour d'un passage de grade. Et deuxième, le sémé. Donc, bon, il y a eu pas mal de discussions, on a choisi le sémé, mais je me disais que finalement, c'était mieux de privilégier les ingrédients que la recette, hein, parce que la recette d'un passage de grade, on en parlera la prochaine fois, mais un des ingrédients principaux, hein, c'est le sémé. Arriver à démontrer un sémé à partir du 4e, 5e dan, 6e dan, 7e dan. Si vous n'arrivez pas à le démontrer, vous n'allez pas convaincre le jury. Hein. Voilà. Donc, convaincre votre partenaire que vous êtes une force représentative en face et qu'il faut en tenir compte, et convaincre le jury. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Sauf si vous avez d'autres questions. Super conférence, Jean. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, au mois prochain. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Tom pour la connexion. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup.